Bonjour, je m'appelle Hassania Elusfi. Je suis coach professionnelle, formatrice et aujourd'hui je voudrais enseigner un thème qui me tient beaucoup à cœur et qui est le de soi, leadership de soi et leadership des autres, c'est-à-dire le leadership collectif. Alors, de quoi je vais parler dans cet enseignement? Je vais parler des euh, des différentes postures du leader et aussi des différents stades des équipes. Et je vais proposer un modèle que j'utilise beaucoup en coaching, qui est un modèle organisationnel qui permet aux leaders d'avoir un regard systémique des entreprises, de pouvoir détecter les dysfonctionnements et ainsi mettre ses priorités et de pouvoir aider son entreprise à aller de l'avant. Voilà, donc je vais partager mon écran avec vous et je vais commencer par, cette, par ce modèle des stades de développement des équipes. Alors donc, je vais parler du premier stade des développements des équipes qui est une équipe de collection d'individus, c'est-à-dire que cette collection d'individus, ce sont des gens qui sont compétents, qui connaissent leurs objectifs, qui savent ce qu'ils doivent faire. Et puis, ils ont un leader qui leur donne des objectifs, qui donne des tâches, qui sait où il va, mais il parle à des individus. Donc, il n'y a pas encore cette équipe qui se forme. Donc, il est expert, il est compétent, il est plus focalisé sur le contenu, sur le quoi, sur le résultat, qui est très important, et donc les compétences sont existantes. Alors donc ici, donc vous voyez que c'est un responsable qui est donneur d'ordre, qui est un expert hiérarchique, et puis donc il y a plusieurs fonctions. Il y a aucun, ce que je veux préciser, c'est qu'il n'y a aucun stade qui est mieux que l'autre. On va dire oui, il n'y a aucun stade donc chaque stade est OK selon la situation de l'entreprise. Et donc, il y a par exemple des entreprises d'ingénieurs qui fonctionnent de cette manière et que, voilà, donc chacun donc, a des objectifs et puis le résultat est très important, donc il faut avancer très vite, le résultat est rapide. Alors, donc, pour passer au stade 2, le stade 2, la communication commence. C'est-à-dire qu'on n'est plus focalisé sur le contenu, mais on est focalisé sur le comment, le processus. On est focalisé sur le comment on va le faire, et comment on va communiquer, comment on va travailler, comment on va avoir la relation entre nous, qu'est-ce qu'on va faire, mettre en place, quelles règles on va mettre en place pour fonctionner, parce que c'est très important. C'est une phase où c'est possible d'avoir des conflits, mais donc c'est le rôle du manager de pouvoir vraiment veiller à ce que ces conflits soient constructifs. Il n'y a pas de souci que quelqu'un soit différent, il n'y a pas de souci que quelqu'un a une autre idée, mais de se focaliser sur les forces. Et donc ici, c'est vraiment la communication et l'écoute réciproque. Donc, mais le manager où le futur leader, il occupe une place centrale. Donc, sa présence est très importante pour les décisions, sa présence est très importante. Et donc là, de quoi on va parler ici? On va parler d'un groupe solidaire. On a encore un groupe où on est en train d'entamer la coopération, mais c'est un groupe solidaire. Et donc, pour passer à cette équipe performante, à cette équipe, c'est-à-dire qu'il faudrait que le leader intègre la vision. La vision doit être intégrée, voir qu'ils l'ont bien interprétée, que vraiment ils voient tous dans la même direction. Et donc, c'est très important de savoir. Donc maintenant, ce n'est plus le contenu, ce n'est plus le processus, mais c'est le sens, c'est-à-dire le pourquoi on fait ça, c'est-à-dire où est-ce qu'on va y aller, où est-ce qu'on va aller. Et donc, il y a une belle interdépendance parce que chacun sait ce qu'il doit faire et chacun sait où il va. Et donc,
l'autonomie s'installe. Et donc, c'est très intéressant comme équipe qui va vraiment fonctionner parce que c'est très important de savoir que chacun a sa place, chacun a ses objectifs, chacun sait où il va. Et donc, le leader, il sait montrer la petite étoile vers laquelle, et donc où tout le monde tend vers cette étoile. Et donc, cette vision. Et c'est très intéressant donc de voir que ce leader-là, n'occupe plus cette place centrale. Il peut être au centre, mais en même temps, cette équipe peut fonctionner sans lui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois un peu frustrante pour ce leader qui n'occupe plus cette place centrale, mais il a veillé à ce que l'autonomie s'installe dans cette équipe. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et donc, ce que je pourrais dire que justement, en parlant des stades de développement du responsable, on passe d'un responsable donneur d'ordre à un responsable ressource, qui veille à cette communication de l'équipe, aux règles de fonctionnement, à la coopération, qu'ils aient des interactions, qu'ils soient des co-acteurs, des co-acteurs et qui soient co-responsables autour d'une vision commune, qu'elle soit bien partagée pour aller vers ce responsable qui est porteur de sens. Et donc ça, c'est vraiment les stades de développement des équipes qui sont... alors, si je veux, comme je suis formée aussi John Maxwell, et donc et donc la culture me tient vraiment à cœur, je fais toujours des liens avec les lois du leadership. Alors pour moi, c'est très important quand je fais des coachings et que j'accompagne ces leaders, c'est vraiment de voir que au stade 1, au stade 1 de collection d'individus, on va plus accompagner ce leader pour des prises de conscience. Donc la loi de la prise de conscience, la loi du miroir, en faisant par exemple le test DISC pour connaître ses forces, pour connaître là où il peut vraiment bien fonctionner, développer donc la loi de la terre ferme, développer sa confiance en soi, de pouvoir accepter que l'autre ait une autre opinion, accepter que l'autre peut dire quelque chose qui n'est pas dans la direction de ce leader. Et donc, c'est très important donc de développer cette confiance en soi. Donc, c'est une zone où c'est plutôt l'identité. Donc, l'identité, que ce soit pour le leader, que ce soit pour les équipes, parce que ce sont des équipes où il faut vraiment, à ce stade 1, travailler l'inclusion que tout le monde est dedans. Tout le monde est important. Selon Will Such, il parle de l'inclusion, donc tout le monde doit être dedans, mais pas dehors. Et donc ça, c'est très important. Donc c'est quelque chose de l'identité. Je dois me sentir bien dans cette équipe pour pouvoir aller à ce stade 2. Ensuite, donc le groupe solidaire, quand on parle de groupe solidaire, on parle de la loi de l'addition. C'est-à-dire qu'ils s'entourent de gens qui sont complémentaires, qui ont des compétences qu'ils peuvent apporter pour aller atteindre les objectifs. Donc, il y a une loi de processus, la loi du processus, parce que si on veut avancer, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qu'on planifie. Donc, ce sont des petites réussites, en fait. Donc, des petites réussites donc, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de rectifier. Et donc, c'est ça ce qui est dynamisant dans ce groupe solidaire, c'est qu'on est en train de se chercher. Et donc, c'est aussi de développer ce cercle intérieur par John Maxwell, il parle de inner circle. Donc, c'est le cercle intérieur, c'est-à-dire que, voilà, donc les personnes avec lesquelles je me sens très, très bien, on a les mêmes valeurs, on a le même rêve, c'est ça qui est très important. Donc, la loi du momentum. Et là, c'est une loi que moi, j'aime beaucoup parce que la loi c'est comme une équipe de foot qui gagne plusieurs matchs et donc elle a son élan et donc elle peut continuer, elle peut se permettre des petites rectifications parce que elle a gagné plusieurs matchs, donc elle a son élan, elle a ce momentum comme on dit. Donc ça c'est vraiment
les lois que je mets. Hein, donc, il y en a d'autres, mais je mets celles qui parlent plus aux leaders. Et donc, l'équipe performante, donc la troisième étape, c'est la loi de la navigation, parce que c'est la vision, c'est là où il va, c'est la direction qu'il va donner, c'est là où on voit. Donc c'est comme un bateau, hein, donc un bateau, si on largue les amarres, il doit savoir où est-ce qu'il va, sinon il est perdu dans en mer. Et donc, avant de larguer les amarres, il doit bien savoir naviguer et vers quelle destination. La loi de l'influence, bien sûr, ce leader doit être authentique, exemplaire. Il faut qu'on ait confiance en lui. Il faut qu'il démontre des choses. Il faut qu'on voit des choses. Hein, donc, on voit chez le leader ce qu'on veut voir. On le voit, comment il fonctionne. Et donc, on veut le suivre. Et donc, cette loi d'influence, elle est très porteuse parce qu'un leader un leader qui n'a pas de suiveur, c'est un leader qui ne mène pas, il se promène. Et donc, c'est ça qui est très important, de pouvoir dire, voilà, donc voilà comment je suis, voilà comment je fonctionne, être authentique. Et donc, c'est très important pour les suiveurs, donc pour les gens qui vont suivre, de savoir, oui, c'est la personne que je veux suivre. Et donc, il y a des formations sur ça, et c'est très important donc, pour pouvoir prendre sa place et être dans la relation. Alors la loi de l'héritage, donc de penser tout le temps, qu'est-ce que moi je vais laisser? Si moi je pars demain, qu'est-ce que je vais laisser? Et donc de s'entourer avec des leaders, de s'entourer de leaders, de former des leaders autour de soi. Donc ça c'est très important, d'aller vers l'autonomie, d'aller vers l'autonomie. Donc on est plus dans des missions, dans la vision. Et donc c'est très important donc de former, de dynamiser cette équipe et dynamiser cette équipe. Donc, je passe à les mythes du leader. Donc, les limites du leader, parce que le leader, je vais parler de quelques mythes donc, qui vont aider le leader à fonctionner, à se sentir bien dans sa peau pour pouvoir, parce qu'il y a des mythes qui le freinent parfois dans l'avancement, et donc ça lui donne des doutes. Et donc, parfois, il dit, c'est la position. Si je ne suis pas nommé, si je ne suis pas au top management, je ne vais pas pouvoir diriger. J'attends, et puis je verrai. Donc, et donc, le positionnement, c'est le niveau 1 du leadership. Le niveau 1, le leader, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas. Hein, il sait où il veut aller. Donc, ça commence par soi, se connaître mes priorités, mes forces, et pouvoir me positionner. Parce que le leader, on le voit. Le leadership, on le voit. Hein, quand on agit. Donc, c'est très important. Alors, le deuxième mythe, c'est la destination. Et donc, c'est de dire, je n'apprendrai à diriger que lorsque je serai au sommet. D'abord, c'est diriger soi-même. D'abord, c'est de se tester. D'abord, de prendre de l'initiative, et de pouvoir faire des choses qui permettent à la personne de se développer et de montrer qu'elle est capable de ce qu'elle est capable de faire. Et donc, le leader n'attend pas d'être sommé pour pouvoir le prouver. L'influence, donc si j'étais au sommet, alors les gens me suivraient. Donc, ça veut dire que la personne, elle confond son titre avec la personne elle-même. Et donc, on suit la personne, on suit la personnalité, on suit l'authenticité, on suit l'exemplarité, on suit la sincérité. Les gens voient des choses et donc l'influence est très importante. Et donc c'est très important de pouvoir... l'influence n'est pas le pouvoir, l'influence n'est pas la manipulation. Alors donc, je parlerai aussi du quatrième mythe qui est quand je serai au sommet, j'aurai plus le contrôle. Alors donc, on pense qu'on n'a pas l'expérience, mais l'expérience, elle se crée. C'est-à-dire, si je le dis en anglais, c'est le knowing
mais le doing est très important. Donc, passer à l'action est très important. Donc, même si on tombe, même si on tombe, même si, donc c'est la force du leader, c'est de se relever, de rebondir. Et donc ça, c'est ça qui forge le leader. Et donc cette inexpérience, donc c'est d'apprendre à rebondir, d'apprendre de savoir à ce qu'on ne doit pas faire. Donc un expert, il sait ce qu'il ne doit pas faire. C'est pas qu'il sait ce qu'il doit faire. Et donc le cinquième mythe, et ce cinquième mythe, c'est quelque chose que moi j'adore, la liberté. Hein, donc c'est quelque chose que et de dire quand je serai au sommet, je serai plus libre. Non, je suis libre. Je suis libre et je peux décider moi-même ce que je veux. Je peux décider là où je veux. Je peux vraiment faire ce que je veux dans le cadre et dans l'éthique et dans les choses qui ne touchent, qui peuvent ne pas nuire aux autres, parce que je suis dans la relation. Et donc, la liberté, c'est quelque chose qui permet à une personne de se développer, de vraiment faire grandir ses ailes, de pouvoir vraiment grandir et se sentir grandir. Et donc, cette liberté, c'est ça qui est la plus importante pour se développer. Et donc, je passe au sixième mythe qui est le potentiel. Je ne pourrai pas atteindre mon plein potentiel si je ne suis pas au top management. Et donc, beaucoup de leaders, ils pensent que c'est les autres qui sont au sommet qui vont décider, mais chacun a son potentiel. Et le potentiel, chacun a une intuition. Et donc, la loi de l'intuition, ça, c'est quelque chose qui est très important, qui nous permet donc de se fier à son intuition. Parce que plus je fais des expériences et plus cette intuition, l'intuition, elle grandit avec la connaissance, avec l'expérience. Et donc, plus je fais et plus cette intuition, elle est plus grande. Il y a des gens qui ont cette intuition sans faire quoi que ce soit parce que c'est un don. Hein, c'est un don et donc c'est quelque chose qu'ils ont. Mais donc de pouvoir vraiment explorer ce potentiel. Donc quelque chose qui peut freiner aussi les leaders, c'est le tout ou rien. Si je ne peux pas atteindre le sommet, alors je ne vais pas essayer de mener. Et donc ce qu'on fait avec ce qui est petit peut le faire avec ce qui est grand. Et donc c'est vraiment de pouvoir faire des petites choses et pouvoir continuer. Ok, donc je voulais toujours inciter les leaders à réfléchir d'une manière très systémique, à réfléchir d'une manière où on a une grande image. On a une grande image de voir leur entreprise comme une grande image et qui permet un peu de voir comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que notre leadership fonctionne. Alors, je vais vous présenter c'est la théorie organisationnelle de Berne et donc c'est le schéma de Fox. Et voilà, donc ça, je voudrais vous présenter, c'est très important de voir comment est-ce qu'on fonctionne. Et donc, vous voyez ici, il y a plusieurs colonnes, et donc je prendrai la colonne bleue. Il y a deux colonnes, donc la partie bleue qui est l'autorité du groupe, où on parle de leadership et le canon. Et ça, c'est quoi? C'est ça qui porte l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a les leaders, hein, les décideurs, et puis il y a toute la structure organisationnelle avec tous les objectifs, avec toutes les procédures, avec l'organigramme, la structure publique, les choses qui portent la culture d'entreprise. Quelle est cette culture d'entreprise? Donc, parce que c'est quelque chose qui permet aux gens la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui détermine le fonctionnement des individus. Donc, c'est très important de voir ces deux, comment fonctionne, quel type de leader on a, quel genre de personnes, comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions. Donc, on est très observateur. Est-ce que c'est un leader responsable? C'est un leader effectif? Psychologique, c'est-à-dire le leader psychologique, c'est quelqu'un, quand on a un problème, tout le monde va chez lui pour quand j'ai un problème, c'est vers lui que je vais aller.
Qui est le leader psychologique ici, dans cette entreprise? Donc, il y a plusieurs leaders, on ne va pas s'attarder, mais pour moi, le but de ce schéma de Fox, c'est de vous montrer un peu, donc, ici, cette autorité, de voir comment est-ce qu'elle fonctionne. Il y a un appareil qui est le bras droit, hein, ce sont les gens qui sont au service du leader. Ensuite, il y a les membres. Alors, si ici je prends les membres, ce sont les gens qui travaillent dans cette entreprise. Et donc, pour voir quelle est la structuration du temps, comment est-ce qu'ils fonctionnent entre eux, quelle est la communication, quel est le temps qu'ils passent ensemble, quand est-ce qu'ils se réunissent, quand est-ce qu'ils célèbrent, est-ce qu'ils ne célèbrent pas, est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils passent du temps en dehors de l'entreprise? Comment est-ce qu'ils font leur activité? Est-ce qu'ils communiquent entre eux transversalement? Et donc, c'est très important d'avoir cette communication. Alors, qu'est-ce qu'il fait le coach? Il pose des questions par rapport, on a plusieurs questions pour poser des questions pour savoir quelles sont là où ça dysfonctionne. L'activité, alors le travail, c'est comment est-ce que cette activité, est-ce qu'elle est reliée aux objectifs? Est-ce que les objectifs sont conformes à cette activité pour pouvoir répondre à cet environnement qui est le client? Donc, c'est toujours cette connexion avec l'autorité du groupe, la structure organisationnelle, le leadership, les membres et l'activité du travail. Et donc, est-ce que tous ces gens-là, tout ça, toute cette structure répond à l'environnement? Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment ce groupe, cette autorité de leadership doit vraiment utiliser une énergie planifiée, un changement planifié. Donc, c'est tout ce qui est changement planifié va pouvoir permettre aux membres et au personnel de créer une dynamique, de créer ce mobilisme, de créer cette coopération pour pouvoir assurer une belle activité qui répond aux besoins de l'environnement. Et donc, c'est très important de voir que ce changement ou cette énergie planifiée qui vient d'en haut et qui se fait dans un constructivisme, c'est-à-dire un dialogue, de l'innovation, de la coopération, crée un changement émergent. Et ce qu'on veut voir ici, c'est que vraiment, l'autorité, elle crée le contrat de vision. Il y a un contrat de mission, un dialogue et une innovation, et puis il y a un contrat de coopération chez les membres. Donc, le leader, il fait passer la vision et les collaborateurs sont porteurs de vision. Mais tout se fait dans le contrat de mission. Quelle est notre mission? Quel est notre dialogue? Et quelles sont les idées qui vont nous permettre d'aller de l'avant? Et donc, ça veut dire que ici, si on a le contrat de vision, c'est tout à fait en haut. Et puis, le contrat de vision, ils sont porteurs, c'est l'appareil qui est porteur. Et puis, les collaborateurs, c'est le contrat de coopération. Comment est-ce qu'on coopère ensemble pour pouvoir réaliser cela? C'est vrai que c'est un peu très compliqué, un peu, mais c'est très intéressant pour pouvoir créer ce dialogue de constructivisme. Et donc ici, si je reprends le schéma de Fox, c'est de pouvoir créer cette énergie planifiée. Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble? Comment est-ce qu'on fait et en dialoguant avec les autres, en co-construisant? Et c'est comme ça qu'on va créer cette énergie émergente. Et c'est très important pour... Alors, comment je fonctionne? C'est que pour vous les expliquer, c'est très intéressant. Donc, vous voyez le leadership, le canon, les membres et le travail. C'est que ici, de 1 à 10, vous allez voir, ce sont les dysfonctionnements. Alors, on va se poser des questions. On va dire, tiens, si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, est-ce que c'est parce que le leadership n'a pas une réalité de l'environnement? Est-ce que nos clients, est-ce que vraiment notre produit, est-ce qu'il répond aux besoins du client? Et donc, on peut ici dire que c'est le dysfonctionnement 1. Donc, peut-être oui, peut-être non. Et donc, c'est intéressant. Donc, est-ce
Est-ce que le leadership, est-ce qu'ils ont un organigramme? Le canon, c'est les procédures, l'organigramme, la structure organisationnelle. Est-ce que c'est un dysfonctionnement? Donc, est-ce que c'est le dysfonctionnement? Elle doit changer l'organigramme? Est-ce qu'on doit changer les personnes? Est-ce qu'on doit... Donc, c'est très intéressant de pouvoir mettre le doigt. Donc, tout ça, le but. Alors, le but de tout ça, c'est vraiment que le leader peut mettre en place ses priorités. Ses priorités pour pouvoir... Est-ce que c'est ici qu'on a le dysfonctionnement? Est-ce que c'est le 10? Est-ce que c'est le 9? Est-ce que c'est le 8? Est-ce que c'est le 3? C'est entre les membres ne respectent pas les procédures. Et là, c'est très intéressant. C'est très Asanotti que vraiment qui a démontré ses preuves et que j'utilise et que vraiment on assure la performance. Et bien sûr, tout le monde connaît le SWOT. Donc, pour pouvoir aider ce leader, quelles sont les forces, quelles sont les opportunités, quelles sont les faiblesses, quelles sont les menaces. Et donc, ça, c'est très important à le faire. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Et donc, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur pour pouvoir vraiment partager cet enseignement et j'espère que c'est quelque chose qui peut vous aider à vraiment éclaircir votre fonctionnement dans votre entreprise et de pouvoir avancer avec vos équipes. Et si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et je serai vraiment ravie de vous aider à atteindre la performance dans vos équipes et dans votre entreprise. Au revoir et je vous remercie de votre attention.